On vient d'évoquer donc avec vous ce matin les enjeux liés à la société de la longévité et au maintien de l'autonomie, un sujet d'actualité, puisqu'on est à un moment finalement charnière pour la prise en charge du grand âge et de la perte d'autonomie, avec le défi du vieillissement dans notre pays et dans la plupart des pays européens, avec finalement l'opportunité de repenser un modèle à l'aune de l'aspiration de tout un chacun de vivre mieux, plus longtemps, en bonne santé et ensemble. Donc c'est facile à énoncer, mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Alors peut-être quelques chiffres très très rapidement sur la situation de notre pays comparativement à d'autres en termes de vieillissement. On a devant nous, donc à horizon 2050, la proportion de personnes âgées de plus de 85 ans sera multipliée par 3. Et le nombre de personnes potentiellement en situation de perte d'autonomie devrait être multiplié par 2, 10 ans plus tard, en 2060, selon beaucoup de projections. Donc on passerait d'1,3 million personnes en situation de perte d'autonomie à plus de 2,6 millions personnes à cet horizon. Et donc on constate par ailleurs qu'on a un modèle aujourd'hui actif dans notre pays qui ne répond déjà plus de manière satisfaisante aux enjeux de la prise en charge de la perte d'autonomie dans la structuration actuelle et à l'aune des besoins tels qu'ils sont aujourd'hui. En premier lieu, parce qu'on a un système qui est complexe dans sa mécanique, dans l'articulation des acteurs, dans sa lisibilité, et du coup aussi avec une perception pour nos concitoyens que la prise en charge et les moyens qui sont mobilisés pour cette prise en charge sont finalement très peu perçus et très peu mis en regard. Par exemple, si on se compare à des pays comme le Danemark ou des pays au nord de l'Europe, on a un déficit de lisibilité qui se traduit aussi dans la perception des individus et dans une méconnaissance de l'effort public mobilisé au moment même où on se parle, alors même qu'il va falloir transformer le système. Et en même temps, on a une inquiétude très forte de la population dans son ensemble. Il y a une étude de l'Observatoire Place de la Santé de la Mutualité française qui a montré que les 3/4 des Français donc se préoccupaient de leur projection de propre situation de dépendance si elle survenait ou la situation de dépendance de leurs proches. Et donc on voit bien que c'est une aspiration de nos concitoyens à essayer d'envisager des solutions, des modalités qui permettent de répondre à cet enjeu. Et puis pour nous tous, il y a une difficulté, une complexité dans cette relation projetée, cette projection intime sur une situation de perte d'autonomie pour nous-mêmes ou pour un proche. C'est à quel point, si ça survient par exemple pour un proche, à quel point on est prêt et à quel point on est capable de conjuguer toutes nos contingences professionnelles et personnelles avec l'idée d'accompagner ce proche et donc la capacité effective à le faire. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. On sait qu'on a une singularité française aussi, c'est le fait que dans notre pays, un peu plus de 40% des personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont en établissement. C'est un tiers de plus que la moyenne européenne, c'est un peu plus de 30% à la moyenne européenne, alors même que les 2/3 de nos concitoyens, et sans doute nous-mêmes dans cette salle, nous projetons comme peu envisageable le fait d'être un jour en établissement nous-mêmes. Et on est donc effectivement dans un pays qui a une singularité, c'est qu'on a un mode assez binaire, on a ou le domicile ou l'établissement, avec peu de modalités finalement qui permettent des interactions plus articulées, plus hybrides, plus intermédiaires, et donc avec sans doute un enjeu de les construire. On voit aussi à quel point les aidants sont mobilisés dans notre pays et mis à l'épreuve, les aidants familiaux bien sûr. On sait leur contribution et on a tous été peut-être aidants les uns et les autres, et on voit tous des gens qui l'ont été ou qui vont l'être. Et puis aussi les aidants professionnels, avec une grande difficulté, que ce soit dans le soin ou l'accompagnement, et avec un déficit de reconnaissance, de valorisation, lié là aussi à des visions finalement un petit peu incertaines, un peu dépourvues de fondements qu'on peut avoir les uns ou les autres. On n'a pas une appréciation de la réalité à l'aune de ce qu'elle est vraiment, et on commence à peine d'émerger à la conscience de ce qui se passe dans notre pays, des nécessités à venir. On a essayé, en ce qui concerne le groupe Aesio, de mobiliser autour d'une prise de conscience, autour de l'urgence à domicile, qui est un des points évidemment singuliers d'attention, quand on sait l'aspiration de tout un chacun à y vivre le plus longtemps possible. Et on a engagé une campagne, Dites-leur merci, qui visait à attirer l'attention des décideurs, des médias et in fine du grand public
sur le travail qui est accompli par les professionnels donc, du soin et de l'accompagnement à domicile, la nécessité aussi de pouvoir les voir exercer dans les meilleures conditions possibles pour accompagner les aidants familiaux, et la difficulté concrète dans laquelle ils sont, puisqu'on est quand même sur des métiers, pour certains d'entre eux, qui sont très faiblement valorisés et avec des carrières très difficiles à construire et à projeter. Donc un déficit de valorisation, et à travers Dites-leur merci, c'était une façon aussi, quelque part, de commencer à muer pour reconnaître la nécessité de cette activité professionnelle et pour l'inscrire, on va dire, plus fondamentalement dans notre cadre de référence à tous. On voit bien donc que notre pays est aujourd'hui confronté à la nécessité de s'emparer de ces enjeux dans une dimension qui est d'abord humaine. Il nous faut repenser une société beaucoup plus inclusive, où la place des aînés, finalement, est beaucoup plus en continuum de ce qu'elle est aujourd'hui. Notre vision nous-mêmes, futurs aînés, de ce que la projection de nous-mêmes doit être beaucoup plus inclusive. On doit être plus en phase aussi avec les aspirations des individus et la capacité à les incarner, à incarner aussi leurs aidants familiaux. Et on voit bien que de ce point de vue, on a des marges de progrès qui sont considérables. Il y a aussi, bien sûr, un enjeu financier, économique. Aujourd'hui, donc pour rappeler quelques ordres de grandeur, on sait que c'est le financement actuel, tout confondu, c'est une trentaine de milliards d'euros, sans compter bien évidemment la valorisation de la contribution des aidants familiaux. Et on estime donc à horizon 2060, si on est dans une hypothèse de doublement de personnes en situation de perte d'autonomie, qu'il faudrait entre 50 et 60 milliards pour avoir une meilleure prise en compte du besoin. Et comme on est dans un cadre budgétaire qui est quand même très contraint, on voit bien la difficulté à essayer de cristalliser les moyens nécessaires et quelque part sans que l'augmentation de la dépense, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, soit considérée comme insupportable par la population. Donc on a vraiment la nécessité de refonder un système de prise en charge de la dépendance en phase avec les aspirations qui sont les vôtres, de se projeter au domicile le plus longtemps possible, et en même temps de garantir finalement la soutenabilité, l'acceptabilité du système, ce qui bien sûr est un défi dans le contexte politique dans lequel nous nous trouvons dans notre pays et dans la plupart des pays de la communauté européenne. Alors dans les objectifs de refondation, bien évidemment, il y a, je l'ai dit, le soutien aux aidants, les aidants familiaux, évidemment, au plan économique et au plan des modalités d'accompagnement, et puis le soutien aux aidants professionnels. Vous avez tous, je pense, noté les propositions donc de Myriam El Khomri la semaine dernière. Donc je vais en rappeler quelques-unes vraiment pour cristalliser les enjeux majeurs. La nécessité de recruter, donc c'est sa préconisation, plus de 92 000 professionnels dans un plan de recrutement qui s'étagerait sur 5 années, avec 18 500 recrutements par an, et du coup aussi une revalorisation des salaires de ces aidants à horizon 2021, au moins au niveau du SMIC. On sait qu'à domicile, en plus, le parcours professionnel quotidien est très fractionné, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec qui ne sont pas à temps plein, donc avec des difficultés structurelles qui en découlent, et aussi la nécessité absolument de valoriser plus fortement ces professionnels et donc de couvrir le besoin de financement afférent. Elles ont aussi des problématiques de transport, donc de modalités de transport plus justes et aussi mieux valorisées pour les accompagner, peut-être même respectueuses de l'environnement. Et dans les années qui viennent, on va être confronté à une problématique de recrutement, et la préconisation dans le rapport El Khomri, c'est de renoncer au concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignantes et de s'appuyer davantage sur la formation en alternance et la VAE pour accompagner ce besoin de recrutement qu'il va falloir absolument réaliser pour couvrir ou essayer de couvrir le mieux possible le besoin. On sait aussi que c'est un secteur qui est très exposé, où les conditions de travail sont difficiles, ne serait-ce que pour les raisons que j'indiquais, avec un taux d'accident du travail et de maladies professionnelles qui est 3 fois plus élevé que celui de la moyenne nationale, et donc la nécessité d'engager un programme sous l'égide de l'assurance maladie qui permette de faire face à cette réalité et petit à petit d'améliorer les choses en ayant aussi la conscience que ça doit passer par d'autres modalités de projection. Et dans les propositions qui ont été faites dans le rapport El Khomri aussi, il y a l'idée de donner une dimension plus collégiale et des perspectives, un sens au travail, donc à la fois en EHPAD et pour les personnes qui interviennent à domicile, avec des réunions d'équipe beaucoup plus régulières, on parle de 4 heures par mois au moins, qui permettent un partage d'expérience et une projection aussi entrepreneuriale dont tout un chacun a besoin, et notamment, bien évidemment, les personnes qui sont engagées dans ces missions.
Et puis, il y a la question de la gouvernance, parmi les propositions principales, hein, la gouvernance du dispositif et en matière de recrutement notamment, l'idée de créer un échelon départemental avec des plateformes qui permettraient du coup à cet échelon de constituer un guichet unique pour recruter et mieux adosser les ressources aux besoins. Toutes ces dispositions, je pense, ont été saluées comme étant, si elles se mettaient en œuvre, pertinentes. Il faudra voir effectivement si elles sont in fine retenues, et c'est un premier point. Sur la question de la territorialité, je pense que c'est un élément majeur, puisque on voit bien que c'est à ce niveau, au niveau du département, que l'interlocution doit être sécurisée. Et aujourd'hui, on voit bien toute la difficulté d'avoir un point de réponse facilement accessible pour les familles, pour pouvoir avoir une réponse et projeter un parcours quand on est confronté à la situation de perte d'autonomie d'un proche. En fait, il s'agit de conjuguer la nécessité d'avoir des modalités économiques et financières d'accompagnement qui soient équitables sur tout le territoire, mais en même temps de le confronter à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que dans les départements, on a évidemment des situations très différentes, avec des acteurs qui ne sont pas toujours les mêmes, avec des niveaux de structuration qui sont différents et avec des niveaux de couverture du besoin en termes de prise en charge qui, là aussi, sont très différents. Et il nous faut donc avoir cette capacité de conjuguer des moyens, une équité de traitement nationale et une capacité de réponse beaucoup plus locale. C'est dans cet esprit qu'on s'est mobilisé au niveau d'Aesio, et notamment d'une de ses mutuelles, EOVI MCD, qui a déployé un concept qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-Étienne, qui s'appelle la Cité des aînés, dans lequel l'architecture, les équipements, l'organisation ont été complètement repensés en partant du besoin exprimé de la personne âgée elle-même et de sa situation de perte d'autonomie avérée ou potentielle, dans un concept très inclusif de cité-village, en fait, où on propose, en termes de logement, de parcours, de déplacement, de lien social, de soins, de restauration, de bien-être, je dirais, pour finalement résumer tout ça, des parcours beaucoup plus centrés sur la personne, tout en la projetant dans un cadre de vie qui est celui de la ville dans laquelle ils résident, et non pas pour les exclure ou les retirer d'un cadre urbain dans lequel ils sont immergés depuis toujours. Ça a été conçu avec l'appui de la mairie notamment et des collectivités locales au sens large, de la Cité du Design et de l'École des Mines de Saint-Étienne, dans une logique de Living Lab, où vraiment on a essayé de combiner des ressorts technologiques et des innovations conceptuelles autour de la luminothérapie, la domomédecine, de la robotique, des nouvelles modalités de prise en charge médicamenteuse, de nouvelles techniques de préparation des repas aussi, le tout dans un souci de soutenabilité économique, c'est-à-dire en essayant de proposer in fine un prix le plus accessible possible à l'ensemble de la population. Et donc, on voit bien à travers ces expériences, avec la combinaison de ces innovations et de ces apports technologiques, combien ces apports technologiques vont être importants dans les solutions à construire, mais comment aussi ils ne doivent pas être substitutifs des moyens humains. Ils doivent s'articuler, on va dire, en termes de levier ou d'appui à une proposition de prise en charge par des compétences et que les personnes puissent les incarner. Ils doivent appuyer tout ça, permettre d'être en veille active, d'accompagner les personnes et sans se substituer aux équipes. Et je pense que c'est quelque chose qui est vécu comme une nécessité absolue par les personnes qui peuvent être en situation de dépendance, de perte d'autonomie, et évidemment par leur entourage aussi. On doit donc rentrer dans une approche qui est beaucoup plus préventive que curative. Alors ça vaut pour le système de santé en général et ça vaut bien sûr pour l'enjeu de maintien de l'autonomie en particulier. Dans le rapport Libault, il était fait allusion au programme ICOPI, le programme européen qui a été établi à l'automne 2018 et qui essayait de cristalliser le maintien des fonctions essentielles de l'individu pour, à partir de 50 ans, rentrer dans une logique d'accompagnement vraiment aboutie qui permette le plus possible d'avoir le potentiel de maintenir son autonomie et à partir d'un âge plus avancé, 70-75 ans, l'idée d'avoir un système de veille et d'accompagnement renforcé qui permette de limiter les risques de dégradation et donc de favoriser le maintien de l'autonomie. Évidemment, on considère que c'est un élément essentiel dans la stratégie à porter, dans le système de santé dans son ensemble, et évidemment sur cet enjeu en particulier. On a essayé au niveau du groupe Aesio aussi, à travers une plateforme de services qui s'appelle
Mieux vivre sa vie, qui a été déployé aussi dans les Hauts-de-France et qui combine des services et des biens qui sont proposés à la population, qui ne sont pas forcément d'ailleurs fondés uniquement sur de la technologie, mais sur vraiment le besoin de l'individu et la capacité à apporter des réponses pour lui-même ou pour son entourage en matière d'accompagnement, de soins, de logement, à partir de situations de vie. Et donc on va essayer de faire prospérer cette idée sur un territoire plus vaste, c'est-à-dire au-delà des Hauts-de-France, avec l'appui de tout le groupe. Et il y a une dimension qui reste fondamentale aussi, je pense, à ce niveau, partant des singularités territoriales, c'est la dimension d'expérimentation. Dans notre mutuelle du groupe, par exemple en Franche-Comté, amener une expérimentation avec Medicimo, qui est une structure que vous connaissez sans doute tous, et avec des pharmaciens en Franche-Comté, dans des zones semi-rurales, pour essayer d'apporter des éléments d'accompagnement sur la sécurisation de l'observance des traitements pour des personnes en situation de perte d'autonomie ou leurs aidants. Et donc ça fait partie d'initiatives, de combinaisons d'initiatives sur lesquelles on est attentif et proactif pour essayer finalement de construire peu à peu des réponses en phase avec les besoins. Donc on voit maintenant toute la nécessité finalement, quand on évalue tout ça, quand on évalue nos capacités d'action actuelles et celles qu'il faudrait savoir mobiliser, l'idée d'avoir un socle d'intervention significatif, évidemment, de financement public est, je pense, perçue par tous les acteurs du secteur comme étant une nécessité absolue. Et pour tout dire, au niveau des mutuelles de la Mutualité française, nous souhaitons vraiment une réponse publique à hauteur de cet enjeu, à la fois au plan, j'allais dire, systémique, mais aussi de la capacité à articuler le potentiel, on l'a vu, d'implication des acteurs dont nous sommes, et puis dans les modalités financières, notamment pour s'attaquer à la question des restes à charge, puisqu'in fine, c'est un enjeu majeur également. Donc on voit bien qu'il va falloir injecter ces moyens. Nous, on aspire à ce qu'ils soient le plus significatif possible, on est conscient de la réalité du pays, et en même temps, on a travaillé au cas où, parce qu'on a toujours fait comme ça, au niveau des mutuelles de la Mutualité française, en lien aussi avec d'autres familles d'acteurs de notre sphère professionnelle, sur la création de modalités, si c'était nécessaire, à activer en complément de l'intervention publique, et notamment sur le plan assurantiel, en réfléchissant à la couverture, à la création d'une couverture qui soit, j'allais dire, adjointe à la complémentaire santé elle-même, et qui permettrait de compléter l'effort de la nation par des capacités additionnelles significatives. Il s'agirait, en résumant le projet à ce stade, de proposer une garantie annuelle généralisée qui permette l'accès à une rente d'un niveau déjà significatif, avec un niveau de cotisation en regard qui, lui, soit soutenable. Donc, in fine, ça pourrait permettre l'accès à une rente d'un niveau beaucoup plus significatif que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui dans le cadre des garanties qui, je vous rappelle, à titre individuel, sont souscrites aux alentours de 65 ans aujourd'hui. Donc on voit bien finalement tout le décalage entre le besoin et la capacité à cristalliser une réponse aux besoins dans la configuration actuelle. Demain, donc, il s'agirait de permettre cet accès à une rente plus significatif pour faire passer le reste à charge moyen des personnes en J1 et 2 qui sont en établissement, c'est-à-dire les personnes les plus dépendantes, en deçà du niveau du revenu médian des retraités, c'est-à-dire pour finalement respecter leur capacité contributive et mettre une réponse en regard de celle-ci. L'État, lui, serait amené à... C'est la fin. Oui. J'ai fini presque. C'est financer là, on est dans la le protection. rouge déjà. On y est déjà. Bon, c'est fini alors. Vous restez avec nous, un petit temps. Et donc en fait, allez-y, bien sûr. Je vous demande pour dire que évidemment. donc dans ce dispositif, l'État resterait présent et que donc nous-mêmes mutualistes, on entend rester acteurs. On pense qu'il y a un vrai enjeu de société en fait. Pour conclure, je vais aller beaucoup plus vite du coup. Il nous faut absolument finalement, à travers la réponse qu'on va proposer, réussir, et finalement c'est une formidable opportunité de refaire société ensemble, d'avoir une capacité de réponse à la hauteur des enjeux, qui articule des acteurs, qui soient en regard des besoins et qui soient respectueux de la personne, et qui finalement permettent à la communauté nationale de s'y reconnaître. Donc un modèle à visage humain, et je pense que ça nous motive tous de nous inscrire dans ce type de modèle. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Breutier.